Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue à cette session de formation, sur le carnet, numérique de l'alternance. Nous allons attendre 2 petites minutes, en attendant que le maximum de personnes aient le temps de se connecter, et puis on nous nous présenterons et nous attaquerons. Bon, si vous voulez bien, nous allons commencer. Donc moi, je me présente Joséphine Arnaud, je suis chargée de projet au sein du CFA NSupLR, le CFA régional de l'enseignement supérieur. Nous allons, animer cette formation, tous les 3 avec, notre prestataire, monsieur Brice Malafosse, prestataire de l'outil, Studéa et Vincent Salor. Je les laisse se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Vincent Salor, je suis responsable du service développement d'apprentissage. Et bonjour à tous, Brice Malafosse, donc chef de projet chez FEB, donc le développeur, l'éditeur du logiciel Studéa, et aussi anciennement responsable des opérations des partenariats au sein du CFA, qui est à l'origine de la création de Studéa, et qui est donc un autre CFA hors mur de la région lyonnaise. Donc cette session d'information va se dérouler de la sorte. Nous allons d'abord vous faire une petite présentation rapide du CFA, des différents interlocuteurs que vous pouvez avoir au sein de notre établissement. Nous allons rappeler les missions du responsable pédagogique et de l'équipe pédagogique. Un petit point aussi sur le contrat d'apprentissage, le cadre légal et le statut des stagiaires de la formation professionnelle, le statut SFP. Et nous donnerons la main à Brice Malafosse en deuxième partie pour une présentation un peu plus poussée sur la technique de l'utilisation du carnet de liaison Studéa. Tout d'abord, le CFA NSupLR, le CFA régional de l'enseignement supérieur, a été créé en 2015 de la volonté de 6 établissements que sont l'Université de Montpellier, l'Université Paul Valéry, ainsi que les universités de Nîmes et de Perpignan, et les 2 écoles de chimie, l'Institut Agro de Montpellier et l'École supérieure de chimie. Le CFA NSupLR est porté administrativement dans le cadre de la politique de site par l'Université de Montpellier. Donc à ce titre, c'est le conseil d'administration de l'université qui adopte le budget du CFA, l'agence comptable qui gère tous les comptes du CFA et les personnels du CFA sont des personnels de l'UM. Donc les différentes instances gèrent la vie du CFA régional, donc le COS, le comité d'orientation stratégique, le comité directeur, le CODIR. Plusieurs instances décident de la politique et de la mise en application des objectifs du CFA. Donc le CFA NSupLR est un CFA hors les murs, ce qui implique que nous n'avons pas la responsabilité pédagogique des formations qui sont, elles, dispensées dans les différents établissements précités.
Vite fait, l'organigramme du CFA, donc la direction, et notre directeur Jean-François Dubé et une directrice adjointe Delphine Yégard, et ensuite une assistante de direction et 4 gros services, un service développement, un service gestion des formations, un service financier réparti en 2 bureaux, donc les affaires, les recettes et les dépenses, et ensuite un service support et pilotage avec le côté aussi juridique et informatique. Je te laisse prendre la main. Oui, je vais prendre la main. Du coup, juste un petit rappel aux participants. On a omis de vous dire ça. Pour utiliser la plateforme, effectivement, c'est une plateforme où vous ne pouvez pas parler, donc ne vous inquiétez pas pour le son. Hein, on n'entend pas votre son alentour. Et autre point, donc vous pouvez dialoguer avec nous via l'onglet chat et poser des questions via l'onglet questions juste à côté. Et donc, on vous encourage à utiliser cet onglet questions et on traitera les questions sur cet onglet-là, soit par écrit, soit en répondant directement oralement. Donc, pour reprendre la présentation, en tant que responsable pédagogique ou assistant pédagogique pour l'apprentissage, vous allez avoir deux types d'interlocuteurs principaux au niveau du CFA, qui sont notamment les gestionnaires de formation ou les développeurs de l'apprentissage. Je vais vous présenter déjà dans un premier temps le rôle je vais vous présenter les deux rôles de ces deux interlocuteurs que vous pouvez avoir durant la vie du contrat ou même en amont de la vie du contrat. Et là, donc du coup, dans un premier temps, le chargé de développement, donc le développeur de l'apprentissage, qui a différentes missions en fonction de la temporalité où se trouve le contrat. Donc déjà, dans un premier temps, ce développeur de l'apprentissage, il renseigne les différents publics, que sont les candidats à l'apprentissage, les employeurs, mais également tous les prescripteurs. Donc ça peut être aussi les OPCO par exemple, ou les financeurs publics. Ça peut être aussi les responsables pédagogiques ou les assistants pédagogiques de l'apprentissage. Ce développeur de l'apprentissage, il a pour mission principale aussi de faire de la prospection et rechercher des contrats d'apprentissage, donc il diffusera auprès des équipes pédagogiques, auprès du responsable pédagogique, des offres en apprentissage ciblées pour sa formation. Et c'est le rôle du responsable pédagogique de les diffuser après vérification et analyse des missions. Il s'assure également avec le responsable pédagogique de la validation et de l'adéquation des missions sur la période de recrutement avec la plateforme Studéa Recrutement. Donc, on demande au responsable pédagogique de valider les missions sur cette plateforme-là. Et donc, le développeur de l'apprentissage s'assure que les missions sont bien validées par le responsable pédagogique et fait le suivi et la coordination avec le responsable pédagogique de cette validation des missions. Il fiabilise également les données saisies par l'entreprise sur cette plateforme recrutement. Donc, il faut savoir que les entreprises saisissent sur la plateforme, mais derrière, il y a une vérification humaine de ce chargé de développement sur tous les aspects donc coordonnés de l'entreprise, les dates de contrat, les rémunérations liées au contrat, et on fiabilise toutes ces données pour que derrière, le service administratif puisse réaliser les documents et surtout que derrière, le service financier puisse bien facturer les contrats d'apprentissage. On propose également et on anime des sessions de sensibilisation à l'apprentissage au public N-1, donc auprès des lycéens et auprès des promotions N-1 liées aux formations ciblées. On anime des ateliers STRE, donc stratégie et techniques de recherche d'entreprise. Donc ça, c'est sous forme de webinaire. On fait ça du mois de février au mois de juillet. Et des fois, on relance ça au mois de septembre pour les candidats qui seraient encore en recherche d'un contrat. On fait la promotion des formations par la voie de l'apprentissage sur des salons étudiants, mais également sur des salons professionnels. Et donc, on participe à la promotion de vos formations. On met en place des événements promotionnels, on met en place des événements liés à vos formations en apprentissage du type job dating dans les établissements de formation qui le souhaitent. On développe des partenariats avec des branches professionnelles et on essaie d'être le plus possible présent
dans ces branches professionnelles, ces syndicats, les fédérations, les OPCO, pour, encore une fois, faire rayonner vos formations et l'apprentissage dans le supérieur. Durant la vie du contrat, le développeur de l'apprentissage, il assure un rôle de médiateur entre l'apprenti et son employeur quand il y a de grandes difficultés. Alors, le premier rôle de médiateur, c'est vraiment le tuteur pédagogique, mais quand le tuteur pédagogique n'a pas les réponses, on peut le conseiller ou voire même le suppléer dans ces tâches-là qui peuvent être compliquées. À savoir que le médiateur de l'apprentissage est un rôle bien spécifique qui est nommé par les organismes consulaires ou dans les établissements publics par la DDETS. Mais voilà, on vient pas. Il y a vraiment ces médiateurs qui existent, qui sont officiels. Nous, on a plutôt un rôle de conseil auprès des équipes pédagogiques et du tuteur pédagogique. On accompagne et on conseille également les responsables pédagogiques dans la phase d'ouverture de l'apprentissage, où on les conseille notamment sur le rythme d'alternance, la pédagogie à adopter, le type d'employeur et notre connaissance du contrat d'apprentissage. Slide suivante, Joséphine. Je ne sais pas si j'ai la main. Ah, oui, merci. Du coup, le deuxième interlocuteur, c'est les gestionnaires de formation qui font partie du service administratif du CFA. Donc là, il y a différentes missions aussi pour ces interlocuteurs-là. Donc notamment, le gestionnaire de formation contribue au paramétrage des outils de suivi des contrats d'apprentissage, donc chez nous en interne, et aussi des outils que vous pourriez avoir en main, notamment le DA Studea. Transmet les gestionnaires de formation transmettent le lien aux étudiants pour mettre en place le contrat d'apprentissage. Excusez-moi, j'avais un problème de visio. Je reconnecte ma caméra. Bon. Donc, voilà, la gestionnaire de formation donc, transmet aux listes d'admis d'étudiants le lien pour mettre en place le contrat d'apprentissage sur Studea. Donc, c'est un lien indispensable pour sa future inscription au CFA et notamment pour sa recherche de contrat, puisque dans ce mail-là qui part des gestionnaires de formation, il y a aussi des liens pour nos ateliers STRE des développeurs. Le rôle du gestionnaire, c'est aussi générer les documents administratifs obligatoires, notamment la convention de formation et également l'établissement du contrat d'apprentissage. On génère également le certificat d'engagement qui est généré depuis cette année automatiquement via la plateforme Studea. Et donc, on veille à ce que le certificat d'engagement soit bien attribué aux bonnes personnes. Après l'enregistrement du contrat, le gestionnaire de formation met à disposition les livrets numériques de l'apprentissage, donc Studea, et répond aux demandes administratives de différents interlocuteurs que sont l'employeur ou l'apprenti ou des OPCO. Du coup, pour tout ce qui est contact vers le CFA et vers ses interlocuteurs, donc il faut savoir déjà dans un premier temps qu'on est en train de remettre en place un document à destination des équipes pédagogiques afin d'identifier les différents interlocuteurs, donc développeurs et gestionnaires de formation, avec les contacts attribués de ces deux personnes. Donc vous recevrez cette nouvelle mouture dans les prochaines semaines afin d'identifier les différents interlocuteurs qui incombent votre formation. Depuis cette année, le CFA s'est doté d'un centre d'aide, donc d'un support pour effectuer des demandes. Donc, c'est des demandes par ticket. Donc, vous pouvez utiliser ce centre d'aide qui est accessible sur notre site internet. Donc, dans ce centre d'aide, vous avez accès à une FAQ, à une foire aux questions, où plusieurs questions sont répondues.
Et vous pouvez également le solliciter via un formulaire en ligne qui est directement orienté vers le bon service. Ensuite, vous avez également la possibilité de solliciter les différents services avec les adresses qui sont indiquées sur la slide suivante. Donc, notamment le service développement de l'apprentissage pour toute demande liée à la pédagogie de l'alternance et aussi aux relations entreprises. Donc, ça va être l'adresse CFA-DA. Et vous avez également l'adresse CFA-ADM pour toute demande liée à la formalisation du contrat d'apprentissage. Vous avez également, je reviens à l'écran, c'est super. Du coup, en dehors de ce centre d'aide, vous pouvez également solliciter les équipes sur les adresses nominatives. Donc c'est pour ça qu'on vous produira ce document avec les différentes adresses si vous les avez pas eues. Mais généralement, les responsables pédagogiques ont ce document-là entre leurs mains. Du coup, ces adresses-là plutôt entre leurs mains. Et donc, vous pouvez les solliciter sur les adresses nominatives, hein, soit développeurs, soit gestionnaires de formation, puisqu'on reste joignable sur ces adresses-là également. Le centre d'aide est à favoriser sur les périodes de congés où les agents prennent des congés et donc il faut peut-être passer par le centre d'aide et notamment le formulaire ou les adresses génériques pour que vraiment la demande soit traitée. Sur toute autre période, n'hésitez pas à utiliser les adresses nominatives. Alors, les missions du responsable pédagogique, les principales missions, hein, notamment du responsable pédagogique, qui sont issues de cette convention avec les UFA. Donc, notamment sur la période de recrutement des apprentis, le responsable pédagogique a pour mission d'analyser et sélectionner les candidats. Ça fait partie des grandes missions du responsable pédagogique. Il a également pour mission de diffuser ses offres hein, qui émaneraient soit du service développement, soit par votre réseau d'entreprise hein, auprès des candidats. Alors là, vous avez différents moyens de diffuser ces offres-là. On vous laisse organiser cette diffusion auprès de vos candidats. Il a aussi comme rôle d'assurer l'adéquation des missions avec la formation, hein, donc c'est important de valider les missions par rapport à votre formation. Sur la gestion administrative, il y a quelques missions qui sont importantes, c'est notamment produire les documents utiles à la mise en place d'un contrat d'apprentissage, donc notamment le calendrier d'alternance, la maquette dite du CFA avec le nombre d'heures, le code RNCP, donc tous les éléments obligatoires pour mettre en place un contrat d'apprentissage. Sur la coordination pédagogique, hein, je vous laisserai lire, mais je vais piocher au hasard des missions qui me semblent importantes, mais c'est notamment, déjà premier lieu, c'est nommer un tuteur pédagogique dans l'équipe pédagogique hein, pour suivre l'avancée de l'apprenti, contrôler que le tutorat soit bien réalisé. Voilà, c'est des éléments et des missions importantes qui incombent le responsable pédagogique. Et les relations avec le secteur professionnel, donc le responsable pédagogique doit faire vivre sa formation et doit développer et animer des réseaux professionnels, donc soit en binôme avec le développeur de l'apprentissage, soit seul. Voilà, mais vous devez faire vivre également votre formation par ces réseaux professionnels. Oui, note de Romain, hein, on ne l'a pas précisé en préambule, mais vous avez la possibilité de télécharger la présentation hein, en cliquant sur le petit bouton à droite. Hein, donc, vous aurez tous et toutes accès à la présentation. Un petit rappel sur le contrat d'apprentissage. Donc, vous rappelez que le contrat d'apprentissage est un contrat de travail particulier. À ce titre, les apprentis ont un double statut. Ils gardent leur statut d'étudiant, mais ils sont avant tout salariés d'une entreprise. Et à ce titre, ils ont une obligation de présence, de réaliser leurs 35 heures minimum de temps de travail, que ce soit lorsqu'ils sont en entreprise ou lorsqu'ils sont en cours. Ils sont censés être en présentiel
quel que soit le planning de leur journée, ils doivent respecter leur temps de travail. C'est un contrat qui est à temps plein, même s'il y a des périodes en cours et d'autres en entreprise selon le calendrier d'alternance. Savoir aussi que ces 35 heures sont lissées, c'est-à-dire que si sur du temps de formation, une semaine, ils dépassent les 35 heures, ils font 40 heures semaine, mais la semaine d'après, ils en font que 30, forcément, voilà, il y a un équilibre, un lissage qui se fait sur la période. Un contrat d'apprentissage peut être signé peut avoir une durée de 6 mois jusqu'à 3 ans. En fait, il doit englober la période de la formation, jusqu'à l'obtention du diplôme. Il peut être signé jusqu'à 3 mois avant la date de début de formation et jusqu'à 3 mois après le début des enseignements. Et dernier point important sur le contrat d'apprentissage, la date de fin de contrat doit absolument être postérieure à la date d'examen. L'apprenti doit être sous statut apprenti pour pouvoir passer l'examen final de son diplôme. Un petit rappel aussi, un contrat d'apprentissage ne peut être signé sur une année intermédiaire de diplôme. Il doit forcément amener jusqu'à la diplomation. Donc, on ne peut pas signer un contrat d'apprentissage sur une première année de master ou sur uniquement une deuxième année de but. C'est forcément soit sur l'intégralité du diplôme, soit sur les années finales du diplôme. Le financement de la formation, donc le financement de la formation pour les entreprises du secteur privé, le financement se fait au travers des OPCO, des opérateurs de compétences, grâce aux contributions des entreprises à la formation professionnelle. Et ce sont les OPCO qui reversent au CFA un coût de formation qui est calculé au regard de la convention collective de l'entreprise croisée au code RNCP de chaque formation. Il est important de savoir que le CFA supérieur ne pratique pas de reste à charge auprès des entreprises. C'est forcément le niveau de prise en charge, le NPEC, qui nous sera reversé et aucun autre frais ne sera demandé à l'employeur. Dans la fonction publique, comme il n'y a pas de contribution à la formation professionnelle, c'est l'employeur public qui doit prendre en charge le coût de la formation qui est déterminé par le CFA, excepté pour la fonction publique territoriale où il y a une prise en charge par le CNFPT. Mais pour qu'il puisse y avoir cette prise en charge, il faut que d'abord l'employeur se soit rapproché du CNFPT afin d'obtenir un accord préalable au contrat d'apprentissage à cette prise en charge. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ces parties. Je vois que les questions ont été dans l'interface Studéa. Non, on a une question pour l'interface Studéa en 2025 pour la mobilité internationale, où on est le projet, mais peut-être on la traitera avec Brice tout à l'heure. On va la garder Oui, tout à fait. Je vois qu'il y a une question de Véronique Rigaud sur l'UFR de droit à propos de la date de fin de contrat. Je croyais que la fin pouvait aller jusqu'à 2 mois après la date de soutenance. Oui, alors ça peut être toléré par les OPCO. En fait, ce qui est important, c'est que l'examen soit inclus dans la période de contrat. Effectivement, des contrats peuvent aller, alors en général, ils tolèrent, les OPCO tolèrent jusqu'à 1 mois après. 2 mois, ça passe pas forcément. En fait, ce sont vraiment les OPCO qui ont la main sur cette possibilité, cet accord de valider, d'enregistrer le contrat lorsque la date de fin est vraiment très éloignée de la date de fin de formation. Sinon, ça risquerait d'être requalifié en CDD, un contrat de travail à durée déterminée, et auquel cas, bien sûr, l'employeur n'aurait plus droit aux aides spécifiques à l'apprentissage. Je te laisse, Vincent, compléter si... Non, mais c'est complet. Voilà pour le financement. Donc, pour le statut, le SFP, Vincent, je te laisse aussi prendre la main dessus. Du coup, vous avez peut-être entendu parler du statut SFP. SFP, c'est stagiaire d'information professionnelle qui intervient dans 2 cas de figure. Donc, soit avant la signature d'un contrat d'apprentissage, donc c'est là le délai des 3 mois. Donc, en fait, ce statut-là, ça permet aux candidats qui ont légalement 3 mois pour trouver un contrat après le début des cours,
d'être inscrits sous ce statut-là. L'intérêt de ce statut-là pour les étudiants, c'est de pouvoir s'inscrire sous le statut entre guillemets d'apprenti à la scolarité, puisque les frais de scolarité sont pris en charge par le CFA, et donc ils n'ont pas à verser les frais de scolarité. Par contre, il y a quelques petits inconvénients avec ce statut-là pour les candidats, puisqu'ils ne peuvent plus toucher les bourses, ni même une rémunération. Donc, c'est quand même important qu'ils aient cette information-là s'ils se mettent sur ce statut-là. Et l'intérêt d'avoir ce statut-là pour la formation, c'est de récupérer un financement de la formation, puisque forcément, les 3 mois, si l'apprenti signe un contrat d'apprentissage, ce seront des mois qui seront récupérés en termes de financement. Depuis le premier jour de la formation. Donc, il y a un réel intérêt de placer des étudiants sous le statut SFP, et de plus, ils sont couverts en tant qu'apprentis. Donc, ça, c'est le statut SFP dans les 3 mois après la date de rentrée. Il existe aussi ce statut SFP pendant la vie du contrat, et donc notamment pour les apprentis qui sont en rupture d'un contrat d'apprentissage. Et donc là, la durée du statut diffère, puisque l'apprenti a légalement jusqu'à 6 mois après la date de sa rupture pour rester dans la formation et signer un nouveau contrat. Quand l'apprenti signe un nouveau contrat dans les 6 mois, là, il n'est pas demandé un temps minimum de formation au regard du temps légal de contrat. Donc, par exemple, votre date de fin de formation se situe au 31 août et votre apprenti rompt son contrat au 1er juin. Le contrat d'apprentissage peut se mettre en place même si il n'y a que 3 mois à réaliser, alors qu'un contrat d'apprentissage doit au minimum être de 6 mois. Voilà, donc c'est l'avantage d'une signature après rupture, et notamment avec ce statut SFP. Très bien. Je rebondis sur les questions qui sont posées par rapport au téléchargement du document. Je rappelle que sur le haut de l'écran, à votre droite, vous avez un petit nuage qui vous permet de télécharger ce support. Sachez aussi qu'on vous l'enverra, vous aurez de toute manière le replay qui va s'envoyer automatiquement à la fin de l'événement, et nous allons vous envoyer sinon par mail le support qui aura été présenté. Voilà. Je laisse la main à Brice. Très bien, merci. Donc, je vais vous présenter plus concrètement le livret électronique d'apprentissage Studéa qui est utilisé par NSUPLR depuis plusieurs années. Un petit peu d'histoire très rapidement sur ce livret. Il a été créé il y a une douzaine d'années par des responsables pédagogiques et le CFA Formasup, un Rhône-Loire, dans l'objectif de dématérialiser des livrets papier existants, car auparavant, dans le Code du travail, il était inscrit l'obligation d'utiliser un livret d'apprentissage qui était très souvent au format papier. Depuis, des réformes de l'apprentissage sont passées, notamment celle de 2018 qui a entériné la norme Calliope, que vous devez tous connaître, qui nécessite un suivi et qui est très spécifié, notamment sur toutes les questions de pédagogie de l'alternance, à savoir le fait de bien considérer l'entreprise comme une école complémentaire à l'établissement de formation, et le fait d'avoir des outils d'interaction entre ces deux écoles, toujours dans l'objectif de la montée en compétence de l'apprenti, mais également la prévention des éventuelles ruptures de parcours et tout autre échange qui vont alimenter aussi l'amélioration continue des formations en apprentissage. Donc vraiment, l'interface, elle a été pensée pour justement faciliter les interactions entre les 3 membres du trinôme, à savoir l'apprenti, le maître d'apprentissage et son tuteur académique. Donc ce sont les 3 rôles qu'on verra juste après, les 3 rôles qui vont devoir répondre à des questionnaires. Et il existe 2 autres types de profils sur cette plateforme, que sont les chargés de livret.
donc qui inclut les responsables pédagogiques et les APA, mais également les administrateurs, donc que sont plutôt Joséphine ou au niveau du CFA, ceux qui vont pouvoir administrer la plateforme en globalité. Donc l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, ça va être vraiment de vous expliquer tout ce qui est possible de faire en tant que chargé de livret, donc à la fois responsable pédagogique ou APA, et ça va être visible notamment dans ce menu administration que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc la première chose, c'est que pour vous connecter à la plateforme, si c'est votre première utilisation, ça s'effectue via cette URL studea.nsupelr.fr et notamment, normalement, vous avez reçu des identifiants où vous pouvez vérifier que votre compte existe en cliquant sur «Je n'arrive pas à m'identifier» par exemple. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Voilà, parfait. Je pense que ça doit être bon. Vous m'entendez? Voilà, donc cette première connexion vous permet d'arriver sur le menu suivant avec les différents diplômes sur lesquels vous êtes référencé. Et vous avez donc ici un filtre qui vous permet d'accéder aux formations archivées, donc des années précédentes. Donc il vous suffit de cliquer ici et de filtrer pour aller accéder aux formations antérieures. Et sinon, vous voyez ici les formations en cours. Lorsque vous cliquez sur une formation, vous allez visualiser l'ensemble des trinômes qui constituent cette formation, donc l'ensemble des noms d'alternants. Et vous allez peut-être visualiser certaines icônes, notamment ce T orange qui signifie que vous êtes à la fois chargé de livret et à la fois tuteur d'un alternant. Vous pouvez visualiser également une autre icône qui va symboliser qu'il y a une rupture sur un contrat. Donc ensuite, pour accéder, alors vous avez ici le menu inscription qui ne va pas forcément faire l'objet de la présentation ici, mais il faut savoir que le livret d'apprentissage à la base était principalement le suivi des questionnaires et du livret d'apprentissage tout au long de l'année, donc un outil de suivi pédagogique. Mais depuis quelques années, on a développé aussi la partie fiche d'inscription qui est utilisée par votre CFA et qui permet de gérer toute la contractualisation avec les entreprises et notamment en ce qui vous concerne la validation des missions. Donc c'est un module qui est intégré dans le livret, mais qui est aujourd'hui encore déconnecté, c'est-à-dire qu'il y a deux comptes différents pour les utilisateurs alternants entre ce qui relève de la fiche d'inscription et ce qui relève du livret d'apprentissage. Donc là, je vais faire un focus plutôt sur le livret d'apprentissage dans l'heure et demie qui nous reste. Évidemment, s'il y a des questions sur la partie inscription, on pourra également y répondre. Donc, comme je précisais, trois types de profils, les administrateurs généraux, les chargés de livret qui ont accès à ce menu administration, qui est un menu qui concerne systématiquement l'intégralité de la promotion, même si ici je suis sur un livret, ça concernera l'intégralité de la promotion, et des utilisateurs apprentis, tuteurs et maîtres d'apprentissage qui, eux, ne visualisent la même page mais sans le menu administration. Donc je vais vous montrer la vue alternant. Donc ils ont sensiblement la même vue mais avec des rôles différents sur les questionnaires à compléter. Donc vous avez ici un petite icône, un petit bonhomme qui vous permet d'aller visualiser ce que voit l'utilisateur. Donc voilà le livret en vue alternant, donc sans le menu d'une couleur indescriptible, mais avec juste le menu en gris que l'on va pouvoir personnaliser. Une partie centrale qui concerne les questionnaires, donc qui est la partie la plus importante du livret, vu que c'est ce qui va permettre d'interagir et de recueillir des informations, d'évaluer et de faire des bilans. Et la partie présentation où le CFA, mais aussi également vous, avez la possibilité d'ajouter des informations, déposer des documents à télécharger, notamment par exemple les calendriers d'alternance, de déposer d'autres documents de type trame de rédaction du rapport d'activité,
toute information utile aux différents membres du trinôme et éventuellement des contacts si vous souhaitez afficher vos contacts sur la page d'accueil. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter comment personnaliser cette page d'accueil. Ensuite, on abordera la partie assiduité, parce qu'on a un menu de gestion de l'assiduité qui permet aux utilisateurs de déposer des justificatifs d'absence lorsqu'ils sont absents. Et enfin, la partie questionnaire, donc, qui est la plus importante, pour vous expliquer comment modifier les différentes périodes des questionnaires et comment éventuellement en rajouter de nouveaux, sachant que c'est une partie assez technique qui nécessite quand même de faire quelques tests, mais je vais essayer de l'aborder le plus simplement possible. Donc pour commencer, je reviens à mon compte de chargé de livret pour vous montrer la première partie qui concerne l'habillage du diplôme. Alors, je vais passer assez rapidement sur certains items, hein, vu que nous avons un peu moins d'1 heure et demie, donc il y a pas mal de choses à voir. Mais il faut savoir que vous avez ici dans la rubrique aide, toutes les guides qui peuvent vous permettre notamment sur la création des questionnaires, qui peuvent vous permettre d'avoir de l'aide si vous souhaitez à la suite revoir cette création des questionnaires. Donc, dans le menu administration ici, vous avez certains onglets, notamment le tableau de bord du diplôme qui va permettre de suivre la complétude des questionnaires au niveau d'une promotion entière, et personnaliser votre diplôme qui est le menu pour effectuer toutes les mises à jour et toutes les modifications à la fois de l'habillage, des menus, etc. Donc ici, tout ce qui va concerner les questionnaires va se situer naturellement dans les questionnaires. Les trinômes va nous permettre de gérer tous les identifiants. Et page d'accueil, menu, échange de documents, ces 3 menus permettent de modifier l'habillage. Donc page d'accueil, rien de très complexe ici. Vous avez des blocs avec des menus présentation. Donc ici, il s'agit uniquement d'afficher de l'information sur la colonne de droite avec notamment un bloc contact et un bloc présentation. Donc je ne vais pas y passer beaucoup d'explications. Ici, vous avez la possibilité d'intégrer du texte, des liens, des URL, des vidéos. Vous pouvez voilà, mettre du contenu sur la colonne de droite pour informer les utilisateurs. Ici, sur contact, tout simplement ajouter les noms et les contacts des personnes que vous souhaitez identifier comme interlocuteurs privilégiés. Donc ça s'appliquera naturellement à l'ensemble de la promotion. Je reviens toujours sur la partie habillage, sur le menu. Donc le menu, ça permet d'ajuster ici cette colonne de gauche. Notamment, vous voyez ici que j'ai énormément de menus disponibles. Ce qui peut être un peu, enfin, s'il y en a trop et que certains ne sont pas utilisés, on a ici la possibilité de les masquer. Par exemple, j'ai une rubrique qui s'appelle liens utiles, qui permet de mettre des liens utiles. Je vais pas l'aborder ici, mais si vous n'en mettez pas, vous pouvez tout simplement la masquer en mettant visible non. Et si j'actualise ici la page, ma rubrique liens utiles va disparaître. Voilà. Donc naturellement, il y a certaines rubriques qu'il ne faut pas faire disparaître vu qu'elles sont fondamentales pour l'utilisation du livret. Mais ce qui concerne voilà, des rubriques non utilisées, elles peuvent être masquées ici. Plus important, l'échange de documents, car c'est ce qui vous permet d'afficher des documents sur la page d'accueil, mais ce qui permet aussi aux utilisateurs de déposer des documents sur leur livret. Donc soit l'alternant qui peut déposer si la pointeuse n'a pas fonctionné un justificatif de présence pour indiquer qu'il était bien là, soit tout autre document, un projet de mémoire, tout ce que vous pouvez leur demander de déposer sur la plateforme. Ils auront la possibilité de le faire via l'échange de docs. Donc vous concernant,
la première fonctionnalité, c'est d'ajouter un document d'intérêt pédagogique ou pas au livret, et notamment par exemple le calendrier d'alternance. Vous avez ici la possibilité donc de mettre un titre et de le rendre visible de l'accueil. Petite subtilité ici sur les trinômes, vous verrez l'information. Nous vous invitons à ne cocher aucun trinôme pour que tous y aient accès, car sinon les inscriptions tardives, ceux qui vont apparaître plus tardivement sur le livret, s'il y en a encore, ne les verront pas. Voilà, pour les droits, vous pouvez cliquer tous sans problème. Voilà, principalement sur les documents, après vous pouvez décider de l'intégrer au livret d'apprentissage. Je vous montrerai comment sortir ce fichier PDF. Vous pouvez mettre que c'est un document pédagogique ou notifier par email, notamment s'il y a une modification de calendrier. Vous pouvez déposer un nouveau document et notifier par email les utilisateurs de l'ajout d'un nouveau document. Donc la finalité, encore une fois, ici c'est l'habillage, hein, c'est la colonne de droite. Donc là, il y a des documents dans ce livret exemple, il y a des documents du type feuille d'émargement qui ont été déposés par le CFA, mais on peut rajouter aussi d'autres documents. Voilà. Dans les menus de personnalisation, donc là je suis allé très rapidement hein, parce que ce n'est pas le plus gros enjeu du livret, mais c'est pour vous montrer ce que vous pouvez faire en amont pendant cette période où les utilisateurs sont en train de se connecter. La partie les trinômes donc est beaucoup plus importante, car c'est ici que vous allez pouvoir gérer les utilisateurs, notamment tuteurs. Il faut savoir que l'outil Studéa est interfacé avec l'outil de gestion du CFA. Cela signifie que redescendent automatiquement des apprentis et des maîtres d'apprentissage qui ont été générés via la contractualisation, via l'inscription. En revanche, vous allez probablement trouver un livret, s'il n'est pas encore au démarrage, trouver un livret sans tuteur pédagogique. Donc concrètement, le livret va s'afficher avec cette colonne vide. Donc l'objectif va être d'assigner un tuteur pédagogique à chaque trinôme. Et il y a deux façons de fonctionner. Il y a la façon manuelle, donc trinôme par trinôme, qui est beaucoup plus longue. Donc c'est ici, dans modifier ce trinôme, vous allez pouvoir ajouter manuellement, si l'utilisateur existe déjà, vous allez pouvoir rattacher l'utilisateur. Voilà. S'il n'existe pas, vous pourrez créer un utilisateur. Donc vous avez cette notice d'ailleurs sur vos livrets pour vous expliquer comment faire. Donc ici, la possibilité de créer un utilisateur avec nom, prénom, mail. Mais si vous avez une promotion de 34 alternants et que c'est plus long de les créer un à un, vous avez la fonctionnalité ici de mettre à jour votre trinôme. Cette mise à jour des trinômes fonctionne par l'import d'un fichier. Il y a une petite vidéo explicative. Mais concrètement, ça consiste à télécharger un fichier Excel, compléter les cases vides et le réimporter. Donc là, j'ai téléchargé mon modèle. Je vois que donc j'ai ici 3 lignes vides avec nom, prénom, mail. Je vais glisser celui-ci. Donc j'enregistre mon document et puis je vais pouvoir l'uploader pour que ça modifie et que ça complète ma liste. Si votre tuteur est nouveau ou vos tuteurs sont nouveaux et n'ont jamais eu de compte, ça va également créer leur compte. Donc là, c'est la fonctionnalité massive de mise à jour des trinômes quand vous avez les promotions avec pas mal de monde. Voilà, ça a complété la case vide ici. Concernant donc les maîtres d'apprentissage et les apprentis, donc maître d'apprentissage, il arrive très souvent que vous soyez notifié, informé d'un changement de maître d'apprentissage ou de la nécessité d'en rajouter un deuxième.
Donc déjà, d'un point de vue purement réglementaire, un changement de maître d'apprentissage nécessite un avenant au contrat de travail. Donc ça passe par votre CFA, ça nécessite de recréer. Alors peut-être que Joséphine pourra compléter, mais ça nécessite d'envoyer un avenant à l'entreprise pour modifier le maître d'apprentissage. Donc ici, la modification manuelle du maître d'apprentissage n'est pas forcément souhaitable dans la mesure où il y a cette dimension contractuelle. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas la main pour faire cette modification, ça doit passer par le CFA et comme expliquait, Brice, c'est une synchronisation qui se fait avec notre outil de gestion. D'abord, la modification se fait dans l'outil, Hypareo et ça redescend, par synchronisation dans l'outil Studea et vous ne pouvez pas et ne devez pas modifier, cette information. Mais vous pouvez nous en faire part, par contre, par mail. Voilà, et j'ai une deuxième question pour Joséphine, c'est est-ce que vous autorisez l'ajout d'un map secondaire pour donner les accès quand c'est une équipe tutorale qui assure le suivi? Ou est-ce que vous souhaitez passer par Hypareo également? Pour pour un tuteur ou pour un maître d'apprentissage? Pour un deuxième apprentissage, très Là, souvent, il y a celui c'est sur le papier. contractualisé, oui. Mais sur le CERFA, il peut en apparaître 2. Donc oui, on peut c'est aussi nous qui allons créer et dans ce cas-là, il faut nous faire remonter l'information. Normalement, il peut OK, y avoir 2 maîtres d'apprentissage sur le CERFA, donc c'est contractualisé là aussi, mais si vous avez l'information, il faut nous la faire remonter. très bien. Voilà, donc ici sur des contrats réels, alors je reviens sur le menu où j'étais, hein, donc ici j'ai 3 actions. Donc vous concernant, la plus importante et la principale, c'est l'ajout des tuteurs pédagogiques. Mais je peux ici avoir accès au contrat. Donc là, c'est un trinôme test, hein, qui n'existe pas, donc je n'ai pas d'informations. En revanche, vous, quand vous cliquerez sur le contrat, vous visualiserez les informations qui sont redescendues du logiciel de gestion. Donc l'entreprise et les dates et éventuellement les ruptures. Et l'ajout de membres trinôme, ça c'est très spécifique, c'est pour ajouter un deuxième tuteur académique ou un responsable légal pour les mineurs, mais là on n'est pas concerné, je pense aujourd'hui. Donc ce qui est à retenir ici, c'est avant tout la mise à jour des trinômes pour que les tuteurs pédagogiques puissent redescendre. Et ensuite, la deuxième action qui est la gestion de l'envoi des identifiants. Je vais là me connecter sur un diplôme existant, alors que j'ai pris un peu au hasard, donc le premier de la liste, pour vous montrer comment ressort cet envoi des identifiants. Donc là, vous visualisez ici que donc, les tuteurs pédagogiques ont bien été saisis, soit par manuellement, soit par l'import. Et donc, quand je vais sur gérer l'envoi des identifiants, je vais visualiser ici différentes icônes. Donc déjà, j'ai toute ma liste d'utilisateurs qui apparaît. Et vous voyez ici des petites clés qui symbolisent qu'on a déjà renvoyé le mot de passe. Ici, vous visualiserez le contenu du dernier mail envoyé. Donc si je clique dessus, alors pourquoi cette enveloppe? Parce que dans certains cas, des filtres anti-spam d'entreprises, notamment dans le secteur bancaire ou dans le secteur nucléaire, peuvent avoir, ou même dans tout autre secteur, hein, il est possible que le mail d'identifiant passe dans les spams et que l'utilisateur ne le reçoive pas s'il ne fait pas la démarche d'aller chercher dans ses spams. Donc vous avez la possibilité d'aller déjà lui renvoyer le mail et ensuite, si besoin, envoyer ce message via votre propre messagerie pour lui permettre de se connecter et d'avoir accès à ce fameux lien qui est celui qui permet de générer le mot de passe. Donc ce lien, tant qu'il n'a pas été utilisé, est utilisable. Donc vous pouvez ici, si vous constatez que certains ne se sont jamais connectés, vous pouvez leur envoyer ce message. Donc là, dans le cas présent, sur toute la liste, on a un seul utilisateur qui ne s'est jamais connecté
et qui a cette icône-là, c'est donc un map du groupe Safran probablement, un blocage lié par un filtre anti-spam ou ça peut être une erreur de mail ou autre sujet, donc qu'il faudra ensuite signaler si vraiment le mail de l'utilisateur doit être modifié. Donc là, concrètement, quand on constate ceci, on peut renvoyer ici les identifiants dans un premier temps, réinitialiser le mot de passe et renvoyer les identifiants, ou alors cliquer sur la petite enveloppe, récupérer le message et l'envoyer par un autre biais. Et pourquoi pas renvoyer via l'alternant, enfin trouver une solution pour qu'il puisse se connecter si vraiment c'est très restrictif. Donc, vous voyez en vert tous ceux qui ont reçu aussi, avec une petite maison, qui ont reçu le message de bienvenue. Donc l'email de bienvenue est envoyé généralement automatiquement par l'outil. Donc a priori, il n'est pas nécessaire de le renvoyer. Donc à vérifier sur vos formations, mais voilà, ce mail en principe est envoyé lors de l'import de l'utilisateur dans l'outil. Donc ce qui est important ici, c'est juste de vérifier que vos utilisateurs aient bien pu se connecter. Si ça n'est pas le cas, dans un premier temps, je clique et je renvoie un mot de passe et je vérifie qu'ils le reçoivent bien. Et vraiment, s'il y a un problème, je leur envoie le contenu du dernier mail envoyé, ce qui permettra à l'utilisateur de cliquer sur ce lien et de se connecter. Voilà pour la partie identifiant. Donc je remonte le chemin. On est toujours dans personnaliser votre diplôme et ensuite les trinômes. Donc ici, en principe, vous êtes censé retrouver l'intégralité de votre promotion. Naturellement, s'il y a des contrats manquants, c'est qu'il y a peut-être eu un souci dans la contractualisation, un trou dans la raquette, comme on peut dire. Et il faut naturellement alerter le CFA pour indiquer, voilà, il me manque tel ou tel alternant. Ou alors, inversement, j'ai un alternant qui remonte qui ne devrait pas. Tout est lié à une synchronisation automatisée, donc il y a toujours des cas spécifiques dans les formations, dans les synchronisations. Donc sur cette partie utilisateur, j'ai fait à peu près le tour. Je vais aborder maintenant la partie assiduité avant de rentrer pour cette dernière heure dans la partie les questionnaires. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je vais assez rapidement et nécessairement, ça peut soulever certaines questions chez vous. Donc, n'hésitez pas à utiliser le module questions pour les poser en direct. Alors, je regarde le chat. Donc, le fichier Excel à importer, en effet, c'est via les trinômes. Et ça s'appelle mettre à jour vos trinômes. La présentation est prévue jusqu'à 16 h, donc encore 1 heure. Et on va aborder maintenant donc les deux fonctionnalités du module, enfin le module assiduité qui concerne surtout les appâts et le module questionnaire, notamment avec le tableau de bord du diplôme qui va permettre de suivre la totalité des complétudes de questionnaire. Donc, en ce qui concerne l'assiduité, donc ici au niveau du module gestion de l'assiduité, on va pouvoir visualiser les présences et les absences surtout des utilisateurs, soit qui ont été déposés par eux, soit que vous avez déposé. Donc la première chose, c'est qu'ici on est sur un planning qui apparaît, alors on voit en gris les jours fériés, en blanc les jours ouvrés. Et vous avez la possibilité d'importer un planning pour compléter notamment les périodes entreprises et les périodes en formation. Donc ça n'est pas obligatoire d'importer un planning pour utiliser le module assiduité.
Ça permet juste de positionner des absences et des présences, enfin surtout des absences sur des dates de cours. Donc la possibilité d'import, elle fonctionne avec un fichier modèle, et c'est un peu le même principe que tout à l'heure, c'est qu'on va télécharger un import, Excel, compléter les données indispensables, donc les dates et horaires de début, horaires de fin, indiquer s'il s'agit d'une période d'entreprise et ensuite ajouter des informations facultatives. Donc je précise, hein, ce n'est pas obligatoire d'effectuer cet import, mais ça permet notamment aux utilisateurs d'avoir ici le calendrier de l'alternance avec les différentes dates intégrées dans leur outil. Vous pouvez aussi faire une saisie manuelle du calendrier en cliquant sur les périodes et avec notamment la possibilité de mettre une récurrence. Donc ça fonctionne bien quand on a des calendriers qui sont assez réguliers. Mais voilà, ici on a la possibilité de créer une récurrence en mettant que la formation, par exemple le cours de tous les mardis de telle période à telle période, on a cette formation. Donc ça c'est pour voilà l'habillage du menu calendrier. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la gestion des absences. Donc la gestion des absences vous permet d'avoir un suivi, comme l'indiquait Joséphine au démarrage, l'alternant est salarié. Il est salarié aussi quand il est en formation. Et donc il y a une nécessité, voire même une obligation pour les différents CFA et UFA d'informer les entreprises lorsque l'alternant est absent en formation. Tout simplement parce que ça peut avoir un impact sur sa paye. Il est censé justifier par un justificatif autorisé par le Code du travail ou par l'entreprise son absence. Et donc, il est important d'avoir ce suivi régulier des absences tout au long de l'année. Donc ici, dans le menu Lister les absences, vous allez visualiser toutes les absences qui ont été saisies. Donc là, pour le moment, aucune, qui ont été saisies par les différents alternants. Vous retrouvez ici la liste des alternants. Donc vous pouvez filtrer par alternant ou avoir une liste complète de toutes les absences. Vous pouvez filtrer par période et par motif. Donc dans les motifs, on a un certain nombre de motifs qui ont été saisis. Tous ne sont pas des motifs justifiés au sens du Code du travail. Mais voilà, tous les motifs possibles référencés pour les absences. Donc il y a différentes possibilités ici, des listes des absences par apprenti, liste complète. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais concrètement, le plus important, c'est l'ajout d'absence. Donc, ajouter une absence ici. Il faut savoir que les alternants ont la possibilité de le faire et il vous faudra alors à ce moment-là vérifier, vous, le caractère justifié ou injustifié de l'absence, vu que ce n'est pas forcément eux qui sont en mesure de le préciser. Donc l'absence peut être sur une demi-journée, une journée ou une période. Tout dépend de la date de début, de la date de fin qui va être saisie. Donc il faut saisir l'alternant en question. Vous pouvez ajouter un commentaire, préciser le motif et déposer le fichier. Et vous avez ici la possibilité de notifier le maître d'apprentissage, le gestionnaire entreprise. Là, il n'est pas saisi, donc pour le moment, si on ne rajoute pas les gestionnaires, ça n'a pas d'impact. Et vous pouvez ici notifier le maître d'apprentissage, qui recevra donc un mail automatique. Et notifier les chargés de livrer, comme ça n'est pas nécessaire vu que vous êtes déjà chargé de livrer. Normalement, vous êtes déjà vous-même au courant. En revanche, vous pouvez recevoir des notifications d'alternants qui ont déposé des documents d'absence. Voilà. Donc ici, je vais assez rapidement sur cette partie-là. Mais voilà, le principe, c'est que les alternants vont peuvent déposer eux-mêmes des justificatifs d'absence. On leur a montré comment le faire.
vous êtes censé être notifié, mais dans tous les cas, ici, vous allez pouvoir visualiser la liste des absences et faire correspondre cette liste avec les émargements, avec les résultats de la badgeuse, pour vous assurer que si un alternant n'a pas justifié une absence, lui rappeler qu'il a 48 heures pour le faire, auquel cas il se met en infraction vis-à-vis de son employeur et du code du travail. Enfin, il peut être après, ça peut être une retenue sur salaire ou voire même des sanctions disciplinaires. Donc bien leur rappeler cette importance de justifier leurs absences à ce moment-là, ce qui a déjà été fait par le CFA d'ailleurs. Voilà. Donc ici, c'est la même chose, hein, c'est des filtres par apprenti. Je ne vais pas plus dans le détail sur cette partie-là. J'arrive maintenant donc à ce qui est le cœur du livret, hein, donc tout ce qui concerne les questionnaires. Donc à noter que en raison d'une petite particularité du logiciel de gestion, les livrets de chaque année sont indépendants. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une icône avec le livret de l'année précédente, ce qui permet de visualiser facilement. Alors là, ce n'est pas le cas parce que je n'ai pas accès à cette année précédente, mais l'utilisateur, en tout cas, peut facilement avoir accès à son livret de l'année dernière via cette icône. Et donc ici, on est sur l'année 2024. 2024, on a ici symbolisé 3 colonnes avec l'alternant, le tuteur et le maître d'apprentissage, ce qui symbolise leur rôle et les actions qu'ils vont devoir faire. On a des sabliers qui symbolisent que le questionnaire est ouvert, et donc les sabliers sont directement corrélés à des dates. Donc ici, les dates sont précisées ici. C'est les dates où les questionnaires peuvent être complétés. Donc ici, le PV d'installation est à compléter au démarrage. Je vais rentrer après dans le détail du questionnaire. Et nous avons ici des cadenas qui symbolisent que le questionnaire n'est pas du tout ouvert, pas encore sur cette période, vu qu'il s'agit d'une évaluation qui doit être effectuée plus tard. Donc vous, en tant que... Donc là, ça s'adresse plutôt aux responsables pédagogiques. Vous avez la main sur ces périodes et vous pouvez définir à quel moment vous souhaitez que l'évaluation soit faite ou à quel moment qu'elle ne soit plus faite ou pas encore faite. Donc je vais vous présenter ici comment modifier ces dates d'échéance, comment programmer aussi des relances automatiques qui sont très simples et qui permettent aux utilisateurs de recevoir un petit mail leur indiquant qu'ils ont un questionnaire à compléter. Donc c'est très facilitant pour les utilisateurs, hein, ce n'est pas du tout une relance agressive, c'est juste de leur indiquer qu'ils ont un questionnaire à compléter sur la plateforme. Et on a un troisième type d'icône qui va être une icône verte, une petite coche verte. Je ne sais pas si sur celui-ci on n'en a pas, parce qu'il n'a pas encore été lancé. Mais concrètement, quand un utilisateur va compléter son questionnaire, je vais retourner sur le diplôme de test, on va visualiser qu'il a complété le questionnaire. Je n'ai pas d'exemple ici. Première chose à savoir, donc si vous avez un questionnaire qui a été complété, alors il est un peu long, donc je vais quand même vous montrer le questionnaire, mais je ne vais peut-être pas le compléter en direct. Mais si le questionnaire a été complété en totalité, vous allez avoir la coche verte et donc les utilisateurs. Alors je vous montre ici la vue maître d'apprentissage. Donc c'est un maître d'apprentissage fictif qui a ce premier questionnaire à compléter qui s'appelle PV d'installation, qui est un questionnaire demandé par le CFA qui permet de s'assurer que l'alternant démarre dans de bonnes conditions et notamment ça fait l'objet d'une visite du tuteur. Donc ce questionnaire est très important vu qu'il permet de s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour démarrer l'alternance dans de bonnes conditions. Donc on visualise des différents types de questions, on a des dépôts de fichiers, donc là c'est optionnel, c'est en cas d'impossibilité d'accès à Internet. On a des menus déroulants, des cases à cocher, des textes courts, des grilles avec qui assurent l'encadrement.
Donc différents types de questionnaires et des choix multiples, enfin des grilles de questions de ce type. Donc c'est un questionnaire assez complexe vu qu'il a différents types de questions. Et l'utilisateur a 3 possibilités. Enregistrer en brouillon, donc seulement lui et les chargés de livrer le verront. Enregistrer et partager, ce qui permet que tous les autres utilisateurs visualisent leurs réponses. Et enregistrer et signer, ce qui va générer la fameuse coche verte. Et donc l'utilisateur ne pourra plus modifier sa réponse une fois qu'il a signé le questionnaire. Donc il arrive parfois que vous soyez sollicité en disant: Voilà, je me suis trompé, j'ai signé trop rapidement, j'ai oublié de préciser telle ou telle information importante, qu'est-ce que je peux faire?» Vous, en tant que chargé de livret, vous avez la possibilité de dévalider sa signature, ce qui ne va pas du tout faire perdre les réponses à ce formulaire, mais tout simplement vous cliquerez sur la coche verte pour débloquer sa signature. Il pourra à nouveau saisir le questionnaire. Donc ça, c'est très simple. Si vous recevez un mail vous indiquant qu'il a signé trop vite, vous avez la possibilité de cliquer sur la case pour annuler sa signature ou réouvrir sa signature. À noter aussi que donc il y a différents types de droits. Il y a qui voit le questionnaire, qui doit le signer, qui doit le compléter. Là, on voit ici que sur le règlement sur l'utilisation du système électronique de contrôle des présences, seul l'alternant est impliqué sur ce questionnaire. Donc les autres n'ont rien à faire et c'est symbolisé vu par des petits traits. Enfin, il y a qui doit compléter la question. Si je suis par exemple ici alternant et que j'arrive sur l'entretien d'installation, eh bien, je vois que je n'ai rien à faire, hormis ensuite sur certaines questions. Donc ici, j'aurai juste à signer ce questionnaire une fois qu'il sera complété par les autres utilisateurs. Donc voilà, il y a différents niveaux de droits qui sont gérés dans l'outil. Qui peut voir, qui peut signer, qui doit signer surtout, et qui est concerné par tel ou tel questionnaire. Alors je regarde la question. La date de fin. Alors, il était question. Voilà, vous pouvez ajouter les périodes entreprise formation sur le calendrier. Très bien. Je reviens juste en arrière pour répondre en direct. Vous avez donc 2 possibilités sur le calendrier. Alors, ça n'est pas actif sur ce livret test, donc je reviens sur l'autre livret. Donc, tout d'abord, il y avait un export Excel qui permettait ici de mettre période entreprise 0, période formation 1. Donc, ça permet voilà, de marquer des périodes d'entreprise. Ça n'est pas obligatoire de marquer les périodes d'entreprise qui peuvent rester vides si vous souhaitez mettre que le calendrier de formation. L'autre façon manuelle, c'est en créant des périodes manuellement, mais c'est un petit peu plus long. C'est pour ça que je passe rapidement dessus. Alors, gestion de l'assiduité. Ça consiste à, sur chaque journée de formation, à rajouter des événements et à préciser si c'est formation ou entreprise. Là, c'est un petit peu plus long parce que ça veut dire. Alors, il y a la récurrence qui permet d'aller un peu plus vite, mais ça veut dire qu'il faut aller mettre à jour chaque jour ou chaque période. Donc, je recommande de passer par l'import Excel si vous souhaitez intégrer votre calendrier. Et donc, Brice, l'Excel, ça fonctionne exactement de la même façon que. Brice, Oui, on a un complément de question. Enfin, Romain ne trouve pas où se trouve cet Excel. d'accord. Donc, dans gestion du planning, importer le planning. Et là, on a le fichier modèle. Alors, il existe un format ADE pour ceux qui utilisent ce logiciel, sauf que ADE change parfois de format selon les utilisations. Donc là, on a ici les différentes colonnes. Donc le format ADE, c'est à tester.
mais c'est fait pour que ceux qui utilisent ADE puissent télécharger directement leur calendrier et l'importer dans Studea. Mais sinon, on a le format classique que je vous ai montré ici. Donc, on télécharge le modèle et ensuite on l'importe comme tout à l'heure pour la mise à jour des trinômes. Sachant qu'après, on a la possibilité d'ajuster si vous voyez des erreurs. Vous faites des clics droits sur chaque période et vous pourrez supprimer. Ah d'accord, c'est qu'il y a des accès manquants. Donc on verra sur la question des droits pourquoi vous n'avez pas accès à l'import si tant est que vous devez compléter l'import. Je reviens sur la partie questionnaire. Donc, vous avez, enfin, tout l'enjeu de l'outil, c'est de faciliter, optimiser votre gestion de l'alternance et ne pas passer du temps à courir derrière les uns, derrière les autres, de faire en sorte que cette pédagogie d'alternance soit mise en œuvre de manière la plus fluide possible, donc avec des systèmes de relance automatique et avec des vues globales. Donc, vous avez ici un tableau de bord qui vous permet de visualiser tous vos trinômes et de voir progressivement qui a signé et à quelle période. Donc, dès que c'est signé, vous verrez une petite coche verte avec, avec la date à laquelle ça a été signé. Donc, l'enjeu ici, c'est de pouvoir faire d'autres relances massives lorsque des questionnaires ne sont pas signés. Donc, je vais vous montrer un exemple ici. Quand je clique sur un calendrier, ça me propose automatiquement de relancer par email. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas relancer tout de suite. Et là, ça me sélectionne le sablier sur lequel j'avais cliqué. Donc, apprenti Anissa Abbas sur le questionnaire début de contrat. Mais ce menu, je pourrais décider de relancer tous les utilisateurs sur ce questionnaire-là. Je précise que tous ceux qui ont déjà signé le questionnaire ne seront pas concernés par la relance, naturellement. Donc, ça concernera uniquement ceux qui n'ont pas encore signé ou complété le questionnaire. Et la différence avec la relance automatisée que je vous montrerai juste après, c'est qu'ici, on a la possibilité d'ajouter du contenu sans toucher naturellement aux variables, sinon ça va casser, ça ne va pas fonctionner. Mais vous pouvez ici rajouter, attention, le PV d'installation doit être complété. C'est un exemple, hein, évidemment, vous pouvez rajouter du contexte à votre relance en disant que ce questionnaire est important, on en a besoin pour rapidement, donc on a besoin qu'il valide ce questionnaire. Donc on peut sélectionner par type de profil, par trinôme, par questionnaire, et c'est exactement la même chose si on va sur ce menu relance par email. On a exactement les mêmes possibilités de relance, sauf que rien n'est coché pour le moment. Les autres possibilités, donc on a des exports des réponses donc de chaque questionnaire. Par exemple, vous voulez toutes les réponses à ce questionnaire entretien d'installation. Vous avez ici la possibilité d'exporter l'ensemble des réponses au format Excel. Donc là, voilà, si vous voulez faire un traitement derrière dans Excel des réponses avec un champ qui vous intéresse particulièrement, vous allez pouvoir ici traiter via Excel le contenu des réponses. On a l'équivalent en PDF. Oui, je vais vous montrer juste après les dates de visite. En PDF, on a ici l'équivalent de la possibilité de sortir en PDF les réponses de tous les trinômes, d'un questionnaire, enfin selon le filtre que vous allez appliquer. Donc là, juste pour vous montrer, je vais en sortir un seul. Naturellement, il n'y a pas eu encore de réponse. Mais voilà, ça vous permet de sortir un PDF avec les réponses complétées. Donc, pour répondre à la question, les exports de date de visite, c'est ici. Ça vous permet de suivre toutes les dates de visite qui ont été réalisées sur la période ou sur un questionnaire. Donc, tous ceux qui sont concernés, tous les questionnaires qui sont constitués comme étant des visites vont ressortir ici sous la forme d'une ligne par date. Voilà, donc là, c'est les fiches d'évaluation, l'entretien d'installation et fiches d'évaluation. Donc, il y a 3 questionnaires concernés.
Vous aurez ici toutes les dates de visite de chaque questionnaire, ce qui vous permet de faciliter donc ce qui concerne par exemple la rémunération des tuteurs si besoin ou autres fonctionnalités. Donc j'ai le filtre, c'est si vous souhaitez filtrer et ne visualiser qu'une partie. Donc bah là, il suffit de choisir les catégories que vous souhaitez filtrer et c'est juste pour filtrer l'affichage. Vous avez ici la possibilité de débloquer massivement tous les questionnaires de cette ligne. Si vous constatez que certains sont hors délai et n'ont pas pu compléter, vous souhaitez réouvrir, leur donner un délai supplémentaire ou réouvrir tout simplement, vous allez cocher ici et tous les petits cadenas vont s'ouvrir, ce qui leur permettra de compléter des réponses. Mais principalement, le plus important, c'est d'aller jouer sur les périodes des questionnaires, ce que je vais vous montrer juste après. Voilà, donc sur cette partie-là, vous avez donc différentes actions. Le plus important, c'est les relances, mais vous pouvez aussi débloquer une signature en cliquant sur la petite coche verte. Vous pouvez débloquer un questionnaire pour un utilisateur si le délai est dépassé et faire tout type d'export qui vous seront utiles dans votre pilotage. Donc, je viens maintenant à la partie la plus complexe. Vu que Studea est un outil qui a été développé à la base par quelques CFA, mais avec la mise en œuvre de Calliope, aujourd'hui on travaille avec 130 CFA et plus de 100 000 alternants. Donc on a énormément de types de livrets. Donc la force de l'outil, c'est que l'outil est très paramétrable. Donc là, l'avantage pour vous, c'est que le CFA a déjà paramétré une grande partie, enfin la majeure partie du livret avec les questionnaires d'évaluation et de visite. Mais vous avez la possibilité d'ajouter ou de modifier certains paramétrages sur les questionnaires avec malgré tout la contrainte que c'est assez technique. Je vais aller d'ailleurs sur la base de test pour ne pas faire de bêtises sur les questionnaires existants. C'est assez technique et si un livret est mal paramétré, ça devient très vite compliqué pour les utilisateurs. Ils ne comprennent pas ce qu'ils doivent compléter. Donc, j'ai l'expérience d'un CFA Ormur, qui est donc le CFA Ormur à l'origine de la création de Studea, où des responsables pédagogiques ont des livrets très très différents. Le pilotage, ça justifie aujourd'hui un salarié à plein temps qui s'occupe des 250 formations du CFA, parce que voilà, il y a plein de difficultés liées à des questionnaires ou à des besoins très spécifiques de responsables pédagogiques. Donc, c'est très puissant, il y a beaucoup de possibilités, mais c'est en même temps assez complexe. Donc, il vaut mieux faire très attention quand on va modifier des paramétrages. La première chose, ici, alors je vous remonte le chemin, personnalisez votre diplôme et les questionnaires. Alors, sur la possibilité d'export des visites sur plusieurs formations à la fois, ça peut s'envisager au niveau des pilotes et des administrateurs, mais ça nécessite un paramétrage de base. Donc, il faut qu'on va garder la question pour vérifier. C'est-à-dire que si tous les questionnaires de visite tels qu'ils ont été paramétrés par le CFA ont un code unique, on doit pouvoir exporter toutes les réponses sur plusieurs formations à la fois. Donc, on va vérifier si c'est possible. Ça va dépendre un peu du paramétrage. Pour le moment, le niveau du chargé de livret, c'est vraiment sur une promotion. Et après, les administrateurs ont des exports possibles sur plusieurs promotions et on vérifiera la disponibilité de cet export sur l'export des visites. Donc, j'arrive ici sur la personnalisation des questionnaires. Donc, les différentes icônes disponibles. Déjà, vous voyez qu'il y a des poubelles de couleurs différentes, notamment ici, comme on est sur un livret test et il n'y a aucun questionnaire qui a été complété,
Donc, il existe la possibilité d'en supprimer. Évidemment, ne supprimez pas les questionnaires du CFA parce qu'ils sont nécessaires pour Calliope, pour le suivi de la formation. En revanche, si vous avez créé, vous, un questionnaire et qu'il n'est plus d'actualité, et surtout qu'il a une couleur ici, donc un marron clair, ça veut dire qu'aucun questionnaire n'a été complété sur ce questionnaire. Donc là, la suppression est possible. En revanche, si des questions ont déjà été complétées par des utilisateurs, vous aurez une poubelle d'une couleur différente et surtout une alerte vous disant attention, il y a des données qui ont été saisies. Donc, si vous supprimez un questionnaire qui a déjà été saisi, on va perdre le contenu des réponses. Donc, ça peut créer beaucoup d'insatisfaction chez les utilisateurs et c'est très compliqué pour nous de récupérer des réponses qui ont été supprimées. Donc, la poubelle, en règle générale, on ne l'utilise pas. Sauf si c'est un questionnaire inactif que vous venez de créer. Notamment, je vais vous montrer via le système de duplication. Le système de duplication, donc c'est cette icône-là. Ça permet de dupliquer toute une trame et tout un paramétrage de questionnaire qui est déjà constitué. Donc c'est très pratique, notamment si on a des questionnaires qui se répètent sur plusieurs périodes. Vous avez période 1, période 2, période 3. Vous souhaitez interroger à la période 1 sur les objectifs de la période suivante. Vous allez créer un questionnaire objectif de la période et ensuite vous pouvez les dupliquer via ce bouton. Donc la duplication ici crée un questionnaire identique en rouge parce qu'il n'est pas encore activé et avec copie en plus pour montrer que ça n'est pas exactement le même. Donc, si le questionnaire vous convient et qu'il est correctement fait, vous allez pouvoir modifier le titre. Donc là, imaginons, on va mettre deuxième période. Alors, naturellement, ça n'a pas de sens de revalider un questionnaire, de revalider un règlement sur l'utilisation, mais c'est juste pour illustrer la duplication. Donc, je mets ici deuxième période, j'active mon questionnaire et je vais avoir exactement le même questionnaire qui va être dupliqué et activé. Voilà. Donc là, naturellement, c'est un test qui n'a pas de sens, donc je peux le supprimer. Donc, vous avez des trames de questionnaires que vous pourrez donc consulter pour bien prendre connaissance de ce qui a été proposé par le CFA. Mais vous avez aussi la possibilité de rajouter des catégories de questionnaires qui vous sont importantes pour suivre votre alternant en entreprise. Donc naturellement, on a organisé par catégorie. Donc vous pouvez créer ici des catégories en appelant par exemple première période. Et après rattacher des questionnaires à cette première période. Donc je vais ajouter une question, un questionnaire. Donc là, je vous montrerai rapidement ce que vous pouvez faire sur ce paramétrage de questionnaire, mais je vais sélectionner ici la catégorie première période pour afficher ce questionnaire. Donc là, je vais tout simplement l'appeler test. Voilà, il me manque des droits. Donc si je reviens voilà, sur ma vue globale, j'ai ici catégorie première période avec un questionnaire test. Je peux déplacer grâce à cette icône. Alors là, voilà, c'est là. Je peux déplacer ma catégorie pour la mettre au démarrage. Et dupliquer également la catégorie une fois que j'ai les questionnaires dedans. Donc là, je vais supprimer mon test. Alors, comme j'évoquais à l'instant, le paramétrage des questionnaires, c'est assez complexe. Vous avez un mode opératoire qui vous guide sur comment paramétrer un questionnaire.
Mais je vais vous montrer les premières fonctionnalités basiques. Et si vous voulez des fonctionnalités plus avancées parce que vous avez un besoin très spécifique de suivi, je vous invite à contacter votre CFA pour voir comment paramétrer un questionnaire plus complexe, notamment sur les types de questions. Donc, je vais vous montrer un questionnaire simple. Donc, ajout d'un questionnaire. Vous allez arriver sur ces différents onglets. Donc, le titre du questionnaire. Le code, ça ne vous concerne pas, c'est pour faire des liens entre différents questionnaires de différents UFA. Le descriptif, très important de préciser en démarrage de questionnaire qui doit le compléter par le tuteur pédagogique. Et vous pouvez rajouter voilà, des informations sur les attendus sur ce questionnaire. La catégorie, on va le mettre dans la fin de contrat. Et ici, ne pas modifier ça parce que là, ça va envoyer le questionnaire sur une autre formation. Ça, c'est le premier paramétrage de base ici. C'est l'exemple, le titre, le descriptif et dans quelle catégorie le questionnaire se situe. Ensuite, le plus important, c'est les droits. Qui doit voir ce questionnaire, qui peut voir ce questionnaire et qui devra le signer. Donc, si je mets que tous doivent le voir et tous doivent le signer, tous auront en principe soit un cadenas, soit un sablier. Je peux préciser des types de questionnaires par groupe si j'ai créé des groupes, par trinôme, si c'est un questionnaire spécifique sur un trinôme en particulier. Ensuite, j'ai la gestion des échéances et relances. Donc vous verrez, c'est ce qui va gérer tous les sabliers et les cadenas. Donc là, je mets un questionnaire sur une période de novembre. Et je définis bien pour les 3 acteurs des dates, qui peuvent être différentes selon les types de profils. Généralement, ce sont les mêmes. Donc, ce qui concerne la création d'un questionnaire concernera aussi la modification d'un questionnaire qui est déjà existant. Donc, si vous voulez modifier les périodes, vous pouvez ici aller modifier les dates sur les questionnaires existants, ce qui va avoir un impact sur les sabliers ou les cadenas. On peut ici aussi mettre une date fictive. Par exemple, je laisse ouvert jusqu'au 30 novembre, mais je veux que les utilisateurs aient l'impression qu'il faut compléter avant le 15 novembre. Ce qui permet, eux, de caler des relances à partir de cette date-là, mais derrière de ne pas avoir à réouvrir un questionnaire parce que les utilisateurs sont hors délai. Donc là, si je leur définis une date au 15 novembre, je peux indiquer qu'une première relance aura lieu au 10 novembre et une deuxième aura lieu 10 jours avant, donc au 5 novembre, et une deuxième 5 jours avant. Donc ça, c'est ce qui permet de mettre en place des relances automatiques qui encore, une fois, je le rappelle, ne sont pas très agressives, hein, donc c'est vraiment pour permettre aux utilisateurs d'être notifiés quand ils ont un questionnaire à compléter. Donc, j'ai complété ces 3 premiers onglets. Je fais l'impasse sur les onglets suivants. Sauf peut-être visite en entreprise qui permet juste de dire que c'est un questionnaire de visite. Mais en principe, les questionnaires qui sont déjà paramétrés sont déjà des questionnaires de visite. Donc le plus important pour vous, c'est les informations, donc expliquer à quoi sert le questionnaire, où il se trouve, les droits, donc qui doit le signer, qui doit le compléter, et les périodes. Les paramètres avancés, les systèmes de notation, donc ça c'est pour paramétrer des questionnaires plus complexes, avec notamment des moyennes, des systèmes de notation, des grilles de réponse complexes. Voilà, j'enregistre mon test. Et donc nous avons deux paramétrages à faire. Il y a le paramétrage du petit crayon que je viens de vous montrer, et ensuite le paramétrage des questions. Donc si je prends un questionnaire existant,
notamment le premier questionnaire qui était assez complexe. Je vais avoir ici tout un ensemble de questions qui ont été paramétrées avec voilà, différentes possibilités. Est-ce que le questionnaire est obligatoire? Qui doit répondre? Les profils autorisés à répondre. La possibilité de rajouter une infobulle pour préciser la question. Ici, le caractère obligatoire de la question. Est-ce qu'il est obligatoire pour la validation, pour le brouillon, pour la validation par l'apprenti ou pas du tout? Le type de réponse. Réponse courte. Donc ça, c'est une ligne. Zone de texte, c'est un bloc à compléter. Donc ça, c'est les plus faciles, hein, parce que concrètement, il n'y a pas de complexité majeure. Il saisissent un nombre, un fichier, une date ou date et heure. Ça, ce sont voilà, d'autres possibilités. Et ces trois-là, liste déroulante, choix unique, choix multiple, ce qui va leur permettre de choisir parmi différentes réponses que vous leur avez proposées. Donc, quand on choisit ces types de questions, alors je vais revenir sur mon test, on va définir les réponses. Donc, je vais vous montrer un premier exemple. Donc ici, voilà, tout est vide pour le moment. Et je vais ajouter une question. Et je vais mettre, par exemple, modalité de la visite avec un menu déroulant. Donc, si je mets que c'est le tuteur qui répond, donc là, j'ai différents paramétrages avancés sur toute la question de la notation, mais surtout, ce qui est important ici, c'est les valeurs que je vais sélectionner. Donc, je vais mettre présentiel, distance visio, et on va mettre allez, hybride. Donc là, j'ai mis modalité de la visite avec 3 choix. J'ai défini ici dans les questions qui devait répondre et je vais mettre qu'elle est obligatoire pour la validation. Donc là, je rajoute une infobulle à compléter. Voilà. Donc là, c'est l'ajout de questions. Donc ici, vous pouvez en ajouter autant que vous souhaitez avec voilà, des réponses courtes, des dates, des dépôt du compte-rendu, un fichier obligatoire pour la validation. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer naturellement, mais le plus important, c'est ces choix multiples. Donc là, j'ai une liste déroulante. Je peux aussi mettre des cases à cocher. Donc, cases à cocher, ici, pour vous expliquer, hein, choix multiple, ça permet à l'utilisateur de faire plusieurs choix dans une liste. Choix unique, donc ces boutons radio, il ne pourra en saisir qu'un. J'enregistre cette première partie et je vais ajouter ensuite un groupe de questions, ce qui va permettre de faire une grille de réponse. Donc l'ajout d'un groupe de questions, voilà, ça ouvre ce bloc. Et je vais noter par exemple satisfaction. Donc c'est une grille de réponse qui va être complétée toujours. Alors, on va mettre en type de réponse choix unique. Et donc là, je veux mettre 4 items. On va mettre très satisfait. Je peux mettre un système de notation, mais là, c'est un peu plus complexe après. Satisfait. Peu satisfait. Et insatisfait. Là, c'est un exemple naturellement. Hein, je ne vous incite pas à faire un questionnaire de satisfaction dans le livret, mais c'est pour vous montrer une finalité assez simple sur une possibilité assez fréquente. Donc là, j'ai paramétré ma grille de questions. Il me manque définir ensuite dans les questions qui devra répondre.
Donc là, c'est la grille qui est paramétrée. Je vais ensuite ajouter mes questions. Je peux en ajouter plusieurs. Je vais mettre qualité des enseignements. Disponibilité. Donc là, ça peut servir surtout pour de l'évaluation de compétences précises. Enfin, il y a beaucoup de finalités possibles. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'on n'a pas forcément le temps de... C'est pas forcément intéressant ici. Donc je mets que c'est le tuteur qui complète. Voilà, donc j'ai enregistré un questionnaire simple. Maintenant, une fois que j'ai fait ce travail-là, il s'agit d'aller vérifier en usurpant le compte de l'utilisateur du Trinome test, vérifier ce que ça donne. Donc là, je trouve mon questionnaire ici. J'ai mon explication. Je visualise que le dépôt du compte rendu, j'ai pas mis le bon utilisateur, donc il n'y a personne qui peut compléter, donc là c'est une erreur de paramétrage. Et j'ai ma grille de réponse. Voilà, donc c'est assez technique, hein. Là, l'objectif ici, c'était juste de vous montrer comment ça fonctionne. Et éventuellement, si vous avez des besoins spécifiques, de réfléchir à comment vous pourriez rajouter des interactions entre le Trinome via de nouveaux questionnaires qui vous seraient utiles, soit parce que vous souhaitez qu'il valide un document, soit parce que vous souhaitez recueillir une information spécifique auprès d'eux, soit par exemple, vous avez le souhait d'utiliser la plateforme pour les aider à rédiger un mémoire ou un rapport d'activité. Donc vous avez ici la possibilité de le faire en paramétrant un questionnaire qui va être par exemple définissez votre problématique et ensuite le tuteur valide, le maître d'apprentissage prend connaissance, complète. Voilà, il y a beaucoup de possibilités différentes. Je vais supprimer mon test. Ce qui est important surtout pour vous, c'est déjà de jouer sur les échéances des questionnaires existants parce que ça a été paramétré par défaut par le CFA, mais chaque réalité spécifique locale peut justifier de modifier des dates d'échéance par rapport à votre calendrier local. Vous voyez ici qu'il y a des relances qui ont été paramétrées. Vous pouvez aussi modifier les dates de relance pour qu'elles soient cohérentes avec les dates d'ouverture des questionnaires. Donc c'est vraiment ce menu-là qui est important, échéance et relance, en cliquant sur le petit crayon. Les droits, a priori, c'est déjà complété. Vous pouvez décocher le chargé de livret s'il n'a pas à signer. Et enfin, ici, cette partie descriptive, vous avez la main pour ajouter des informations à vos utilisateurs. Je supprime mon questionnaire. Alors, il y a aussi la possibilité, alors ça c'est aussi assez avancé, c'est de télécharger un référentiel de compétences de France Compétences pour constituer un questionnaire qui est basé donc sur un référentiel de compétences existant. Joséphine, je ne sais pas si je présente cette partie en détail ou est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé chez vous? Je pense que l'idéal serait que les responsables pédagogiques qui sont intéressés viennent vers nous et on étudiera ça ensemble. Ouais, voilà, parce que c'est quand même assez avancé, mais l'idée c'est qu'on est connecté au référentiel RNCP et on génère automatiquement un référentiel de compétences qu'on transforme ensuite en questionnaire où vous allez, par exemple, définir que la compétence est acquise, non acquise, en cours d'acquisition ou non évaluable. Et ça permet après que le jeune puisse avoir
un suivi global de toutes les compétences acquises pendant la période, avec différentes périodes paramétrables pour qu'il y ait des auto-évaluations à un instant T, des évaluations par les tuteurs et des bilans en fin de formation. Aujourd'hui, naturellement, les évaluations qui sont proposées par le CFA à travers le bilan sont des évaluations plus orientées soft skills, savoir-être, etc. Car c'est un livret commun à beaucoup de diplômes différents. Donc vous voyez ici une grille de questions. Alors c'est en cadenas, donc je ne peux pas encore y répondre, mais vous voyez un peu le principe de la grille de questions qui est proposée par le CFA. La finalité aussi, c'est que l'alternant, alors déjà donc le livret, la première chose, c'est à travers les questionnaires et donc le tuteur, son rôle, c'est aussi d'alerter les responsables pédagogiques en cas de problématique. Donc à travers les évaluations, vous avez une vue globale, vous pouvez aller consulter les évaluations qui ont été faites et remédier lorsque vous constatez que il y a un problème, soit parce que le maître d'apprentissage au niveau des conditions de travail ou au niveau des missions fournies à l'alternant, ça ne correspond pas à vous, à ce que vous attendez en termes de compétences. Par exemple, un stage photocopie et café, évidemment, ça n'est pas l'objet d'un contrat d'alternance. Vous pouvez visualiser à travers les différentes évaluations et les différentes données recueillies qu'il y a un décalage entre les missions qui sont d'ailleurs ici répétées. Je vais aller sur un vrai contrat pour donner un exemple. Et ce qui est réellement réalisé par l'alternant en entreprise. Donc le tuteur est censé alerter les responsables pédagogiques s'il y a un décalage qui est trop important à ce niveau-là. Inversement, si les évaluations qui ressortent sur le livret sont très mauvaises parce que l'alternant ne fait pas preuve de motivation, ne dispose pas des compétences de base nécessaires pour comprendre ou des problèmes de comportement, vous allez pouvoir l'identifier à travers le livret et naturellement mettre en place des actions pour y remédier. Je reprends donc ici sur ce livret, vous avez ici les missions, qui reprend les missions qui ont été données. Alors là, je n'ai pas d'exemple ici, mais qui reprend en principe les missions qui ont été données dans le cadre de la fiche de préinscription. Là, c'est un ancien livret, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Je vais vous donner un nouvel exemple. Normalement, Anissa Abbas, il y a des missions. Donc là, c'est des livrets pluriannuels, donc je pense que les missions ne sont pas rappelées sur chaque livret, chaque année. Bon. En principe, vous devriez visualiser les missions de l'alternant. Donc voilà, la finalité, donc c'est déjà l'assiduité, le suivi des présences absences via la saisie des justificatifs, et ensuite le suivi pédagogique au fil de la formation. Donc il est important, quand vous prenez en main l'outil, que vous alliez regarder les questionnaires existants, vous approprier les échéances pour bien savoir à quelle période vous attendez des réponses, et éventuellement soit informer votre CFA qu'il y a certaines modifications que vous souhaitez apporter pour vérifier que ce soit possible, soit rajouter des questionnaires qui vous semblent utiles. Et ensuite, l'avis du livret, donc à travers le suivi du tableau de bord du diplôme, suivre que les questionnaires sont bien complétés par les utilisateurs, que ceux-ci ont bien compris l'enjeu d'un livret de suivi. Et la finalité aussi pour les alternants, ce que je voulais vous montrer, c'est à la fin de l'année qu'ils puissent télécharger
un questionnaire, donc c'est dans les fiches de suivi. Il peut ici imprimer l'ensemble des questionnaires pour avoir accès à un livret général sur toute son année avec toutes les évaluations et toutes les données saisies par les différents membres du trinôme. Donc naturellement avec une utilité pour son CV, pour les recommandations et pour son insertion professionnelle. Je voulais juste rajouter une petite donnée par rapport à l'utilité du carnet de liaison. Il est aussi très utile quand il y a des problématiques dans le courant du contrat entre l'apprenti et son employeur. Ça sert de référence en fait. On vient prendre connaissance de toutes les fiches d'évaluation, tout ce qui a été saisi tout au long de l'année pour identifier s'il y avait déjà certains problèmes, et on s'appuie là-dessus aussi pour pouvoir entrer en discussion lors des médiations avec l'employeur, avec l'apprenti, pour essayer d'identifier quelque chose qui aurait pu déclencher voilà. Ça a aussi cette utilité-là de donner des informations sur le déroulé du contrat, les bonnes conditions. Est-ce que vous avez des questions parce que là j'ai fait une présentation, alors je peux approfondir sur certains points. Il nous reste une quinzaine de minutes. Je vois que Véronique a une question sur la possibilité d'avoir une formation de test par APA. Qu'est-ce que ça... Je ne comprends pas trop le sens de la question. Véronique, est-ce que donner accès, je pense, à une formation test pour les APA, pour qu'ils puissent naviguer dans les différents menus sans qu'il y ait d'impact sur un vrai livret, j'imagine. Ah. Oui, on doit pouvoir créer une formation de test en donnant des droits, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez, Brice? Je ne sais pas. Moi, je pense que le plus simple, c'est que tous aient accès, enfin, que ceux qui le souhaitent aient accès à la même formation test, vu que de toute façon, c'est des données fictives. Donc là, nous, on avait créé pour la formation des alternants, il y a une formation test, mais il y a aussi la formation université FEB. Donc ça, c'est une formation fictive. Il suffit de donner accès aux différents APA à cette formation pour après aller naviguer, déposer des documents, voilà. Ouais, sachant que le problème, c'est que si nous, on fait des tests, on risque de casser ce qui a été fait par les APA éventuellement, ou non, je ne sais pas. Peut-être qu'on pourrait leur créer des formations de test, en tout cas sur l'UFR de droit, puisque Véronique est de l'UFR de droit. Oui, c'est possible de créer de nouvelles formations de test. Et il y a aussi, vous l'avez probablement vu, il y a aussi des trinômes tests. Alors là, les trinômes tests, évidemment, ça n'est pas toute une formation. Mais ici, ce app test, il a justement comme fonction de pouvoir, ici, vous pouvez compléter à la place de l'utilisateur. Donc naturellement, si vous modifiez un questionnaire, ça change pour ceux qui sont dans la promotion. Mais déjà, vous pouvez ici saisir des absences sur un apprenti test, usurper, saisir des questionnaires en vous positionnant comme un tuteur ou comme un maître d'apprentissage. Ça n'aura naturellement aucun impact sur les autres livrets tant que vous saisissez des données ici dans les questionnaires. Ce qui est important aussi, c'est donc en ce qui concerne les questionnaires, naturellement, aller tester en usurpant le compte de l'utilisateur pour voir comment il peut le compléter. Tout ce qui concerne l'habillage, il vous suffit d'aller sur Accueil. Voilà, vous avez rajouté un texte de présentation. Vous allez sur Accueil, vous visualiserez le texte de présentation et vous modifiez si ça ne vous convient pas. En ce qui concerne les réponses, là, en revanche, il faut bien usurper le compte d'un utilisateur pour tester que votre questionnaire il est cohérent par rapport à ce que vous attendez et que vous n'avez pas oublié de mettre qui doit répondre à une question. Ok. Alors, juste pour répondre à Véronique sur le fait d'utiliser, en fait, tu peux tout à fait télécharger le mode opératoire pour la gestion des formulaires qui est téléchargeable directement dans le carnet. Tu vas retrouver toute la présentation de Brice, en fait, étape par étape,
pour paramétrer le carnet, changer les dates. Donc, oui, effectivement, là, vous ne manipulez pas directement, mais tu as tout à fait la possibilité d'ouvrir ce document de mode opératoire qui est très bien fait. Oui, et pour répondre à Véronique, c'est évident que là, la formation, enfin, c'est plus une sensibilisation en fait à ce qui est possible dans le livret, dans la mesure où on présente en 1h30 quand même des paramétrages qui normalement nécessitent une demi-journée et aussi de la mise en pratique. Après, c'est un format qui vous permet surtout de, voilà, de savoir ce qui peut être fait et comment ça a été construit. Et derrière, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez donc dans l'aide le tutoriel sur la création de questionnaires et après les bacs à sable. Donc vraiment solliciter votre CFA si vous voulez qu'on vous ouvre un compte test. Et puis après, faire remonter vos besoins et que vous puissiez que ça puisse aller plus loin. Là, concrètement, en 1h30, c'est sûr que je présente très rapidement et que probablement vous aurez oublié exactement le pas à pas. Donc, moi, je vous invite vraiment déjà à réfléchir à ce que vous souhaitez rajouter comme questionnaire et voir ceux qui sont existants. Et si après, vous souhaitez aller plus loin et créer de nouveaux questionnaires, déjà vous reportez à l'aide. Alors l'aide, elle est là. Il y a un document qui s'appelle création de questionnaire. Voilà. Qui détaille plus pas à pas le mode opératoire. Et à noter aussi qu'il est tout à fait possible d'utiliser un bac à sable ou un livret test pour créer un questionnaire. Et une fois que le questionnaire vous convient, on va l'envoyer sur votre formation. Ça, c'est assez simple à faire et même vous avez la possibilité de le faire. Une fois que vous avez constitué votre questionnaire, on peut ensuite le dupliquer sur plusieurs formations ou sur une seule si besoin. Donc pour Véronique, je pense qu'une base de test est importante pour qu'elle puisse tester et mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Très bien. La petite subtilité, enfin quand on paramètre des questionnaires, la subtilité, c'est de ne pas oublier, comme je l'ai fait tout à l'heure, qui doit répondre. Et ça se fait au niveau des questions. En fait, on a des rôles qui vont se faire au niveau du questionnaire. Donc, qui voit, qui signe, c'est au niveau du questionnaire. Mais qui complète une question, c'est au niveau de la gestion des questions. Donc, dans la version actuelle, il arrive qu'on oublie de mettre un rôle. Et donc, quand on va tester, on va visualiser tout de suite que personne ne peut répondre à la question, tout simplement parce qu'ici, il manque les cases à cocher. À noter que pour la prochaine rentrée, vous basculerez très probablement sur la nouvelle version de Studéa, qui est en cours de test avec quelques petits CFA qui n'ont pas la quantité de données et la complexité de gros CFA hors mur, mais qui est du coup beaucoup plus ergonomique sur le paramétrage pour les chargés de livret. Et ça facilitera, voilà, ça évitera certaines erreurs qui sont actuelles sur les paramétrages. Enfin, les erreurs fréquentes, notamment le fait d'oublier d'enregistrer à la fin. Ça arrive à chacun. Et ça oblige à refaire la question. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, nous utilisons une badgeuse reliée pour beaucoup de formations. Faire un export des pointages sur toutes les formations. Alors, je n'ai pas la réponse car je ne maîtrise pas bien, mais je vais regarder dans le relevé des pointages ce qui est prévu. Pour le moment, ça fonctionne par trinôme. Donc, je pense, Joséphine, je ne sais pas si vous avez la réponse sur le relevé des pointages sur toutes les formations, un export global. Alors non, j'ai pas la réponse non plus. J'avoue que non, je pourrais pas. Je vais me renseigner. Qui c'est qui pose la question?
C'est Romain? C'est Ok, Romain Henné. pas de souci. Pas de souci, Romain, je me renseigne, mais je pense que si c'était possible, ça apparaîtrait là, non? Je sais pas parce que, enfin, donc pour votre information, c'est un passerelle spécifique qui existe entre Studea et NSupLR pour récupérer les données des pointages des alternants. Donc, soit cette plateforme de pointage dispose des exports permettant d'avoir l'ensemble des pointages et donc ça passe pas par Studea. Soit nous disposons de la donnée, mais c'est probablement un développement spécifique pour qu'on puisse faire un export sur mesure pour le CFA NSupLR sur toutes les données qu'on a en base. Mais voilà, après, on creuse la question. Ok, mais je reviens vers toi, Romain, il n'y a pas de souci. Voilà. Très bien. Donc Véronique dit qu'il n'y a pas d'export pour un alternant. Donc c'est que probablement ça n'a pas été encore demandé. Donc pour nous, ça n'est pas très compliqué de rajouter des exports. Après, il faut qu'on vérifie bien le besoin avec le CFA. Attendez, je prends la... Attends, Victor, 2 secondes. Je coupe le micro 2 minutes, je m'enseigne. Voilà, donc je pense que s'il y a un besoin qui est important de votre côté, on pourra s'arranger avec le CFA pour mettre à disposition des exports, notamment dans le menu assiduité, gestion de l'assiduité. Oui. Alors juste, je reviens sur le pointage. Donc effectivement, dans Studea aujourd'hui, c'est pas possible de faire un relevé de pointage, de sortir un fichier par promo ou par apprenant. C'est sur un autre outil, en fait, sur Uniservice, qui fait le lien justement, mais ça fait partie des projets pour l'année à venir. Donc on va améliorer toute cette partie de suivi de l'assiduité et notamment de relevé des pointages. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a même pas d'export pour 1. Non, effectivement, pas d'export pour 1. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre attention. Et n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, soit vous avez téléchargé directement le support et vous avez les différents moyens de rentrer en contact avec nous. Soit de toute manière, je vous enverrai le support et vous aurez toutes nos coordonnées. Et n'hésitez pas à nous faire part des questions qui vous viendraient à l'issue de cette présentation. Donc, merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention. Voilà. Merci Brice, merci Vincent. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà, nous allons clôturer la session, sachant qu'elle a été enregistrée, que vous allez être destinataire du replay. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.